Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Venez assister aux captations live de Silence au Roule au Salon du véhicule électrique de Montréal. Volkswagen augmente la production de le ID Buzz. 7-Eleven lance son réseau de bornes de recharge aux États-Unis. Carrefour présente sa BRCC mobile et ne pas livrer de véhicules électriques nuit aux constructeurs de véhicules électriques traditionnels. Par où commencer, on parle de la recharge à domicile. Première chronique, le verre à moitié plein. Et en grande entrevue, des propriétaires de Volkswagen ID4 nous parlent de leur voiture. Ce que j'aime beaucoup, on est une famille de skieurs, fait que la trappe à ski dans le milieu, c'est super. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Donc, avec ma femme, on peut partir, mettre les 4 paires de ski, ce que je ne pouvais pas faire avec la Tesla nécessairement. Tout ça et bien plus encore dans le 147e épisode de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Alors, j'espère que ça va bien, que vous avez passé un bon 2 semaines. Le temps doux s'en vient, on va retrouver bientôt là, notre beau Québec bourgeonnant et des températures plus clémentes qui vont nous inciter peut-être à faire des petits road trips en auto. C'est le fun, on a tous bien hâte à l'été, je pense les Québécois, là, l'hiver, on est habitués, on vit avec ça, mais on est toujours bien heureux de retrouver une température un peu plus clémente et surtout de la lumière, je pense. Hein, c'est ça qui nous manque souvent cruellement. Écoutez, on a aujourd'hui un épisode vraiment trippant. On va parler avec des propriétaires de Volkswagen ID4 qui, après un certain temps avec leur voiture, là, viennent nous livrer leurs commentaires, donc ce qu'ils apprécient ou les points forts, les points faibles du véhicule. Donc, quiconque là est en démarche pour acquérir un tel véhicule sera bien content d'entendre des propriétaires en parler de façon tout à fait naturelle. Ça va être très intéressant. On a aussi une grande première aujourd'hui, notre première chronique de notre nouveau chroniqueur, Daniel Rochefort, et sa chronique Le verre à moitié plein. Je vous laisse découvrir ça dans quelques instants. On a également Sébastien Côté pour les néophytes, les débutants. Il va nous parler de la recharge donc à domicile, ce qui en est des habitudes et des façons de faire pour se recharger à domicile. Ça va être très, très, très intéressant. Je vous rappelle également que Silence on roule va être présent au Salon du véhicule électrique de Montréal. Ça s'en vient à grands pas. Donc, au Stade olympique, on va être présent le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc, les 3 jours avec des captations devant le public. On va faire des entrevues mais live dans la zone des conférences. Donc, au lieu d'être un conférencier qui va être sur la scène, ça va être une table, des micros, des collaborateurs de Silence on roule. Et on va recevoir des invités qu'on va interviewer devant les gens. Et évidemment, ces entrevues-là vont être captées et rediffusées a posteriori là, dans Silence on roule. Fait que si vous voulez nous rencontrer, c'est le bon moment pour le faire. Gênez-vous pas. Également, je vous rappelle que n'importe quand vous avez des questions à nous poser, que vous aimeriez avoir des réponses, Silence on roule est là pour répondre aux questions du public. Ne vous gênez pas, il n'y a pas de questions trop de base. On va répondre à tous les niveaux de questions. Vous pouvez le faire en nous laissant un message sur notre boîte vocale numérique au questions.silenceonroule.com. Il y a une interface là, vous cliquez sur le petit bouton, vous enregistrez avec le micro de votre ordinateur votre message vocal. On va le faire jouer et on va y répondre en ondes. Et d'ailleurs, on en a reçu un cette semaine d'un auditeur, Cédric, qui est un auditeur européen, donc français, qui a pris la peine de nous laisser un message. Donc, on va écouter sa question et je vais tout de suite y répondre tout de suite après. Donc, on écoute la question de Cédric. Bonjour, je m'appelle Cédric, je vous appelle du sud de la France et j'ai une question au sujet de la consommation des véhicules électriques. Voilà, je possède depuis quelques années une Ioniq avec la batterie de 28 kW. Et je me demandais pourquoi il y avait une telle différence de consommation entre mon véhicule qui est d'ancienne génération et les véhicules de nouvelle génération comme ce que nous avons en Europe, une Mégane électrique, les Tesla Model 3 ou une Volkswagen ID3 qui consomme nettement plus que la mienne. Donc je voudrais bien avoir une explication si c'était seulement dû à la taille de la batterie qui était beaucoup plus lourde et qui fait qu'il y avait de tels écarts.
Merci d'avance pour votre réponse. Bonne continuation. Alors, merci Cédric pour cette excellente question. En fait, vous parlez de la Ioniq de première génération, qui est probablement l'une des voitures les plus éco-énergétiques qui ait mis le pied sur la surface de cette planète en termes de voiture électrique. Là, hyper efficace comme voiture, donc très peu de kilowattheures consommés par 100 km. Lorsqu'on parle de voiture électrique, on donne, au lieu de dire 8 litres au 100, 10 litres au 100, comme on parle avec les voitures conventionnelles à essence. Pour les voitures électriques, on parle plutôt de kilowattheures au 100 km. Et la Ioniq première génération consommait très peu de kilowattheures au 100 km, ce qui la rendait très efficace. Donc, pour la même taille de batterie, ou voire même une taille de batterie plus petite que certains de ses compétiteurs, c'est une voiture qui pouvait faire plus de distance, qui pouvait parcourir plus de distance. Donc, effectivement, je vous comprends, Cédric, d'être un peu surpris de ça. Donc, en fait, c'est pas nécessairement que les nouvelles voitures sont moins bonnes ou moins efficaces. Ben oui, elles sont moins efficaces, mais c'est surtout la Ioniq première génération qui était drôlement efficace, en fait. Et les raisons pour ça, ben il y en a plusieurs. En fait, dans le cas de la voiture dont on parle, la Ioniq, il y avait le choix de la batterie, qui était une batterie lithium-ion polymère, donc qui est une technologie de batterie un peu différente de la majorité des voitures électriques actuellement. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais ça rend la batterie beaucoup plus performante en termes d'énergie. Ensuite, il y a la fabrication du véhicule, donc son aérodynamisme, son poids, également les choix technologiques faits à l'intérieur, donc à quel point l'équipement embarqué va être énergivore ou ne le sera pas. Donc, il y a plein de raisons. Mais on doit dire que dans le cas de la Ioniq, c'est vachement réussi. Il y a d'autres véhicules qui sont aussi passablement économiques. La Chevrolet Bolt, entre autres. Les Tesla Model 3 sont quand même assez surprenantes en termes d'efficacité. Et d'autres le sont beaucoup moins, évidemment. Les voitures moins aérodynamiques, plus pesantes, etc. Donc, évidemment, il y a un choix à faire chez les manufacturiers, mais très certainement, dans le cas de la Ioniq, la petitesse de sa batterie, donc qui était moins de 30 kWh, son aérodynamisme, le fait que ce soit une batterie lithium-ion polymère, etc., sont tous des facteurs qui ont contribué à rendre cette voiture-là très, très, très efficace. Et malheureusement, on est dans une ère où on doit faire des compromis. Les gens veulent beaucoup d'autonomie. Qui dit plus grande autonomie dit forcément batterie plus grosse, et qui dit batterie plus grosse dit évidemment batterie plus pesante, donc poids plus grand du véhicule et impact sur l'efficacité de ce dernier. Mais avec les nouvelles technologies de batterie qui s'en viennent, on devrait avoir une densité énergétique plus grande, plus de kilowattheures pour une masse de batterie plus petite, ce qui devrait venir en contrepartie nous aider et on pourrait espérer retrouver des voitures un peu plus éco-énergétiques. Je vous rappelle, avant de passer aux actualités, que vous devriez, si vous ne l'avez pas fait, vous abonner à Silence on roule pour recevoir les épisodes gratuitement sur votre téléphone portable ou encore une tablette. Donc, allez à abonnement.silenceonroule.com. Toutes les informations sont là. Mais ce que ça fait, c'est que vous ne manquerez rien. Et en plus, vous recevez tous les épisodes hors série qui ne sont pas diffusés ou rendus publics là, sur notre page web ou sur les réseaux sociaux. Sans plus tarder, allons tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
Volkswagen Véhicule Utilitaire, qui fait partie du groupe Volkswagen, augmente la production de sa fourgonnette toute électrique, la ID Buzz, ce petit véhicule qui ressemble effectivement à une petite fourgonnette ou encore qui peut nous rappeler le bon vieux Westphalia. Selon la société, plus de 32 000 Volkswagen ID Buzz Pro version passager et ID Buzz Cargo, la version fourgonnette, ont été produites contre 10 800 unités en 2022. Sur ce total, c'est plus de 10 000 véhicules qui ont été livrés, ce qui signifie que des milliers de clients attendent toujours leur véhicule. Les délais de livraison sont maintenant rendus au troisième trimestre de 2023. Rappelons qu'à la fin 2022, il y avait quelques 26 600 commandes de la fourgonnette en Europe. Cet été, la Volkswagen présentera la version à empattement plus long, soit une ID Buzz allongée, qui sera lancée sur le marché nord-américain en 2024. Le fabricant allemand se prépare également à étendre les ventes du ID Buzz à 15 nouveaux marchés, incluant le Japon, la Turquie et Israël. Les annonces d'usines de batteries électriques explosent et se multiplient. LG Energy Solutions a annoncé vendredi de la semaine dernière la création d'une usine de batteries de 5,5 milliards de dollars américains à Queen Creek en Arizona. La société affirme que l'usine sera le plus gros investissement dans la fabrication de batteries aux États-Unis à ce jour. Le complexe comprendra 2 centres de fabrication, l'une pour les cellules de batteries cylindriques au format 2170 pour les véhicules électriques et l'autre pour les cellules de type de poche pour les systèmes de stockage d'énergie. Ce dernier utilisera le processus chimique lithium-fer-phosphate. 7-Eleven, la plus grande chaîne de dépanneurs aux États-Unis, a déjà installé des bornes de recharge pour véhicules électriques en Californie, au Colorado, en Floride et au Texas. Et on sait maintenant que les stations 7Charge sont actuellement opérationnelles. 7-Eleven n'a pas répondu à la demande d'information pour en savoir plus. Dans un communiqué publié la semaine dernière, la société a annoncé son intention d'ajouter de nombreux autres emplacements aux États-Unis. Les conducteurs pourront bénéficier de proximité pour payer avec l'application 7Charge et selon 7-Eleven, la tarification sera basée sur l'énergie consommée ou la durée de recharge selon les lois dans les États. Les acheteurs de véhicules électriques d'occasion n'ont pas trop à s'inquiéter pour la dégradation de la batterie selon une nouvelle étude du groupe de recherche Recurrent qui a produit un rapport sur l'état des batteries pour les véhicules électriques usagés. Liz Najman, chercheuse principale de chez Recurrent, a déclaré dans un communiqué que les acheteurs de véhicules électriques d'occasion craignent que les batteries des voitures se dégradent rapidement comme une batterie de téléphone portable et ne soient pas en mesure de tenir une charge dans quelques années. Ce n'est pas une bonne comparaison parce que ces batteries sont le résultat d'une technologie complexe avec des systèmes de gestion de batterie qui régulent soigneusement les éléments comme la charge et la température. Une batterie peut représenter de 50 à 70 % de la valeur du véhicule, mais elle représente un actif durable selon Recurrent. L'étude de la société sur 15 000 véhicules électriques a révélé que seulement 1,5 % avaient nécessité le remplacement de la batterie en raison de la dégradation. Cela exclut toutefois les batteries qui ont été remplacées lors des rappels de certaines marques. CAFU a présenté le prototype de sa borne de recharge et de son véhicule électrique mobile, un F-150 Lightning, à l'Institut du véhicule innovant de Saint-Jérôme, au Québec, dans le cadre de la conférence internationale Summit on Electric and Smart Transportation, organisée par Propulsion Québec. CAFU En Charge est une borne de recharge et une application mobile pour véhicules électriques développée par CAFU en partenariat avec l'Institut du véhicule innovant du Québec et a lancé son projet pilote commercial à Montréal la semaine dernière. Une nouvelle solution mobile de recharge rapide destinée à améliorer l'accès aux infrastructures de recharge pour un conducteur de véhicules électriques a été lancée. Il s'agit d'une première mondiale pour CAFU, un fournisseur de services de véhicules sur demande basé à Dubaï qui a choisi le Québec pour développer à lancer son nouveau projet. La solution de recharge mobile de CAFU implique une fourgonnette Ford e-Transit équipée d'une borne de recharge et de batterie et d'une application mobile. Grâce à cette application, CAFU peut se rendre sur demande à n'importe quel endroit pour recharger un véhicule. Une fois la session terminée, CAFU facture l'utilisateur via l'application. l'e-Transit est équipé d'une batterie de 140 kWh et permettra une recharge rapide de 50 kW lorsque branché sur le véhicule du client. Le chargeur accepte un connecteur CCS ou Tesla. CAFU a présenté le prototype et son application à l'Institut du véhicule innovant dans le cadre d'une conférence internationale sur le transport intelligent organisée par Propulsion Québec plus tôt ce mois-ci. On s'en doute bien, mais les constructeurs automobiles qui ne répondent pas à la demande croissante des véhicules électriques pourraient progressivement perdre des parts de marché et auront plus de difficultés à trouver des acheteurs pour les véhicules à combustion interne,
prédit le Consumer Reports. Une étude récente a révélé que les approvisionnements restreints de véhicules électriques créent une demande refoulée qui se manifestera au cours des prochaines années, réduisant ainsi le marché potentiel des voitures à essence et à diesel. Consumer Reports a noté que les enquêtes ont enregistré une augmentation de 350 % de la demande des véhicules électriques entre 2020 et 2022, mais prévoit que le niveau d'offres actuel ne seront pas en mesure de satisfaire cette demande avant au moins la fin de la décennie. GM a publié lundi ses résultats de vente du premier trimestre, confirmant une croissance prometteuse en 2023, avec des ventes de véhicules électriques atteignant près de 20 000 véhicules pour la première fois en un trimestre. Le constructeur automobile s'attend à des progrès cette année, car il est sur la bonne voie de construire 50 000 autres voitures électriques en Amérique du Nord d'ici la fin juin, espérant doubler ce chiffre au second trimestre de 2023. Selon le communiqué, ce premier trimestre est le troisième trimestre record consécutif pour la Chevrolet Bolt EV et EUV, vendant 19 700 exemplaires à eux seuls contre 358 au premier trimestre de 2022, alors que Bolt avait été remis à jour sa production après la problématique qu'ils avaient vécue avec les batteries. GM a deux autres modèles de véhicules électriques dans le segment plus haut de gamme, soit la Cadillac Lyriq et le GMC Hummer EV. GM a vendu 968 Lyriq, alors que seulement 2 pick-up Hummer ont été livrés au premier trimestre. Le constructeur automobile s'attend à ce que la croissance se poursuive cette année avec la livraison des Cadillac Lyriq augmentant rapidement, ainsi que les pick-up Hummer EV qui ont été construits et la production très rapide qui est prévue pour l'usine 0 de GM. Au cours de ce premier trimestre, GM a également construit plus de 500 BrightDrop Zevo 600 dans son usine d'assemblage en Ontario, alors qu'elle s'efforce de positionner ce véhicule dans un segment pour véhicules commercial. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Nous retrouvons avec joie et grand plaisir notre ami et collaborateur Sébastien Côté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Bonjour Sébastien. Bonjour Martin. Sébastien, un sujet qui est l'un des premiers sujets qu'abordent toujours les nouveaux lorsqu'ils se préparent à acquérir un véhicule électrique. C'est toute la question qui entoure la recharge du véhicule, la borne pour se recharger à la maison, parce que les gens sont conscients que 90% du temps, c'est à la maison qu'ils vont charger leur bolide, puis ils veulent être équipés pour le faire correctement, ils veulent choisir la bonne borne, ils veulent faire les bons choix, puis pas regretter des choix qu'ils ont faits là, au tout début alors qu'ils connaissaient un peu moins bien l'univers de la voiture électrique. Alors, on va parler de bornes à domicile. Premier élément sur lequel je veux te lancer, on voit deux grandes familles de bornes qu'on peut installer à domicile. Là. En fait, il y en a plus que deux, mais deux, je dirais, plus populaires que les autres. On entend parler de bornes qui vont tirer là, sur notre panneau électrique 30 ampères, puis d'autres qui vont tirer 48 ampères. Bon, 48, c'est plus que 30. On imagine que c'est plus fort, mais c'est-tu nécessaire? Parle-nous donc de ça un peu, qu'on se situe. Est-ce qu'on doit magasiner l'un ou l'autre? En fait, oui, effectivement, le 48 ampères va charger plus vite que le 30. À combien plus vite? Bon, peut-être une différence entre 1 heure et 2 heures sur une recharge complète. Donc, c'est peut-être pas un grand facteur dépendant de vos besoins. Donc, il faut vraiment évaluer vos besoins. Si vous avez besoin d'une recharge qui va être le plus rapide possible ou si vous avez toute la nuit, bien, peut-être le 30 ampères fera en masse le travail. faut vérifier aussi la capacité de votre panneau électrique. Parce que répondre à cette question-là, on pourrait être porté d'aller à la plus forte, mais pour une borne de 48 ampères, il faut aller sur un disjoncteur de 60. Donc, à ce moment-là, il faut avoir la place dans le panneau. Oui, puis Sébastien, un panneau électrique d'une maison, d'un bungalow, d'une unifamiliale, normalement, c'est quoi? C'est aux alentours de 200 ampères à peu près. Fait que si on parle de 50-60, là, ben, c'est le quart de la capacité de notre panneau électrique en termes de courant qu'on place sur cet appareil-là qui est notre borne de recharge. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Il y en a plein qui le font. Mais il faut être conscient que quand tu en prends plus, ben tu en prends plus. Mais j'aimerais ça que tu me fasses le lien.
30-48 ampères, bon, plus de courant, ça va charger plus vite. Mais on entend parler de bornes de recharge à 6.6, 7.2, 11 kW. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Là? Est-ce que la puissance de notre chargeur, il y a un lien avec le courant? J'imagine plus il y a de courant, plus ça va charger vite, donc plus le chargeur est puissant. Oui, le chargeur va être plus... en fait, la borne va être plus forte, mais le chargeur, ça va être le chargeur embarqué dans l'auto, effectivement, va être un facteur déterminant aussi. Il faut essayer d'arriver avec un match parfait puis de maximiser le tout, idéalement. Donc, si votre auto vend un chargeur de 7.2 kW, ça ne vous donne rien de monter à une borne de 48 ampères. Parce que la borne de 48 ampères va permettre de charger à 11 kW, mais si notre voiture ne charge pas à plus que 7.2, on n'en tirera pas profit. Mais est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne idée de dire, je vais prendre tout de suite un chargeur de 11 kW parce que la tendance, on sait, plus ça va, plus les voitures sont performantes. Donc, ma prochaine ou la voiture de ma femme ou peu importe, pourrait être une 11 kW et elle en tirera profit. Donc, y a-t-il une grosse différence de prix entre les deux? Mettons que j'ai de la place dans mon panneau, mettre la 11, là, faire le choix d'une 11 par rapport à une 7.2, je double-tu le prix? Ou Non, au niveau de la borne, ça ne sera vraiment pas beaucoup plus cher. Ça va être principalement au niveau de l'installation électrique, dépendant des distances que vous avez à faire. Avez-vous besoin d'un contrôleur de charge, puis le calibre du câble va être différent aussi, il va coûter plus cher. Donc, c'est peut-être au niveau de l'installation qu'il faudrait vraiment évaluer la différence de coût. Okay. Puis, si j'ai les moyens, puis je suis capable de mettre une borne plus puissante, parce que j'ai de la place dans mon panneau électrique, il y a quand même des avantages. J'imagine être capable de charger mon véhicule plus vite parce que instinctivement, je me dis, si mon véhicule, il va se finir de charger, on va dire, à 4 heures du matin, puis je mets une borne plus vite, puis il finit à 2 heures du matin plutôt que 4 heures, je m'en fous un peu, je pars à 7 heures. Mais mettons que j'ai plus qu'une voiture électrique à la maison, puis on a l'intention de faire des rotations d'utilisation de la borne, c'est-à-dire que quand toi, tu as fini, moi, je vais me charger, bien, on pourrait avoir intérêt à ce que le premier véhicule se charge plus vite pour pas que le switch doive se faire dans le milieu de la nuit, non? Oui, effectivement. C'est des questions qu'il faut vous poser aussi, comme on parlait, les niveaux de le panneau, le niveau du chargeur de l'auto, mais aussi, est-ce que vous avez plus qu'un véhicule? Est-ce que vous avez des quarts de travail? Le même véhicule est utilisé pour 2 quarts de travail, donc il faut vous recharger le plus vite possible avant de quitter. Est-ce que vous devez repartir tout de suite en soirée quand vous revenez du travail pour les cours des enfants? Donc, c'est toutes des questions que vous pouvez vous poser pour vérifier si une charge à 7.2 kW sera suffisante ou vous devriez aller vers du 11 kW. Excellent. Autre question ou autre sous-question, je devrais dire, on parle toujours des chargeurs à la maison. Là, les gens regardent un peu ce qui est disponible sur le marché. Il y a plusieurs marques qui sont là, qui sont disponibles. Il y a des trucs aussi qu'on voit passer sur, je ne sais pas moi, Amazon ou différents sites en ligne aussi. Mais même des fois, des trucs qui viennent d'outre-mer qui ne sont pas trop chers. Ça vaut-tu la peine de payer 800-900 $ pour une borne ou on peut acheter quelque chose qu'on va faire venir en ligne pour 200-300 $ puis qui a de l'air, du moins dans les spécifications techniques, de faire la même chose? Qu'est-ce que je dois choisir? Sur quelle marque je dois me lancer ou à quoi je dois faire attention quand vient le temps de faire le choix de la marque ou du modèle? Bien, c'est sûr qu'on va essayer peut-être de favoriser le marché local, l'achat local, qui avec de préférence des marques québécoises. On a plusieurs bons fabricants québécois de bornes avec des bonnes réputations. Ce que ça va vous apporter versus acheter un peu n'importe où sur Amazon, mettons, ça va être d'avoir un service à la clientèle qui va être local. Une durabilité qui a été éprouvée dans le climat québécois. Comme vous le savez, c'est pas toujours facile. On a parlé dans les anciennes chroniques que le côté hivernal est quand même dur sur nous. Donc aussi, un des effets non négligeables aussi, c'est la flexibilité du câble. On ne veut pas se ramasser avec une tige de fer dans les mains d'une borne américaine de Californie. Donc, le câble gèle l'hiver puis il devient dur, c'est ça? Tout à fait. Donc, c'est pour ça que allez-y vers ces marques québécoises-là, puis vous serez bien servis. Je ne veux pas influencer personne, mais si vous retournez écouter notre épisode du 16 décembre, épisode 140 de Silence on roule,
On avait un vote du public sur la borne de recharge résidentielle québécoise favorite de nos auditeurs. Allez écouter ça, vous allez voir les marques qui étaient en liste là et qui a remporté. Selon nos auditeurs, évidemment, hein, ça n'engage personne. Là, c'est vraiment le choix de nos auditeurs, mais quand même, ça peut vous aiguiller. Mais effectivement, il y a de très bons produits québécois. Donc, je suis tes bons conseils, Sébastien. Je choisis une borne québécoise. Je fais mon choix en termes de puissance puis de courant. Je l'installe puis je charge mon auto. Forcément, je vais consommer plus. Mon compte d'hydro va augmenter. Est-ce que je dois m'attendre à une catastrophe du point de vue de mes mensualités Hydro-Québec ou pas tant que ça? Non, vraiment pas tant que ça. Pour un utilisateur moyen autour de 20 000 km par année, on parle de 350 de frais. Évidemment, c'est juste la portion là, de la recharge à domicile. Si on veut un comparable, c'est, mettons, l'équivalent d'un chauffe-eau pour une famille de 4. Donc, rien de foudroyant, en tout cas, surtout moins que la facture. Ben oui, parce que 350 pour une année, divise ça par 12, c'est quoi? C'est 30 $ par mois ou à peu près, là? Exact. Donc, je suis pas mal sûr que nos auditeurs qui font 20 000 km par année, ça leur coûte plus cher que ça d'essence par mois. J'ai payé ma borne, bien sûr, il y a la subvention, mais ça coûte cher à faire installer. Les électriciens, ça coûte cher. Mon beau-frère, Marcel, moi, il a rénové mon chalet, puis il a tout fait son électricité lui-même. Je peux-tu lui demander de venir brancher ma borne plutôt que d'engager un électricien? Non, dans ce cas-là, chose qu'il faut savoir avec une borne, contrairement, mettons, à votre thermopompe ou votre fournaise à la maison ou des choses comme ça, c'est pas du on and off ou des périodiques. C'est du courant que vous allez tirer en continu. Donc, votre véhicule va charger sur une période de, je sais pas, de 3 heures, 7 heures, 10 heures. Donc, un courant en continu. Donc, c'est important d'avoir une installation qui va être vraiment professionnelle, adéquate, sécuritaire. Donc, il faut vraiment faire affaire avec un maître électricien pour faire tous les bons calculs, les bonnes installations. Parfait. Je vais suivre tes bons conseils. Tout ça, c'est fait. J'ai ma voiture et là, je commence à utiliser ma borne de recharge domiciliaire et d'en jouir. Mais là, j'entends toutes sortes d'affaires. Certains me disent que tous les soirs, je me branche puis je me charge jusqu'à 100%. D'autres me disent non, essaye de te charger puis de jamais dépasser le 80%. D'autres me disent branche-toi pas tous les jours, branche-toi juste quand tu es rendu à un certain niveau là, où t'es plus il n'y a pas beaucoup d'énergie, puis là, tu te branches. Il y en a d'autres qui disent non, ça n'a pas rapport. Il y en a qui disent quand tu vas partir longtemps, branche-la pas. D'autres qui disent au contraire, si tu pars longtemps, laisse-la brancher. Écoute, c'est bien compliqué cette affaire-là. Là. Je branche pas, je charge au complet, pas au complet. Qu'est-ce que je fais? On va essayer de te faire un résumé ultra rapide de ce côté-là. En réalité, faites-vous pas de casse-tête, branchez à tous les jours si vous en avez besoin. Il ne faut pas s'en priver. Les manufacturiers ont tout prévu, des marges de manœuvre ou les buffers dans les batteries. Donc, on n'utilise pas la batterie tout à fait au complet. Donc, à ce moment-là, c'est déjà protégé. Ça pourrait être la réponse la plus simple, c'est de ne pas vous casser la tête avec ça. Comme ça, vous partez avec un véhicule plein. Il arrive des imprévus dans votre journée, vous n'êtes pas mal pris. C'est sûr que dépendant de vos utilisations, si, mettons, en été, vous n'avez pas besoin du 100% pendant 2-3 jours. À ce moment-là, peut-être charger jusqu'à 80-90%. Ça reste que c'est vrai qu'une batterie lithium-ion n'aime pas les extrêmes, c'est-à-dire près de 0 pour trop près de 0% ou trop près de 100%. Fait que quand on peut, parce qu'on est dans une situation où c'est simple à le faire sans trop de compromis, ça peut être une pas trop mauvaise idée. Mais en hiver ou dans des situations où là, on veut jouer safe, c'est pas grave de se charger à 100%. On ne brisera pas notre auto parce qu'on le charge à 100%. On brisera rien. Mais c'est ça. Il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas se créer d'ulcères par rapport à ça non plus. Quand tu parlais des extrêmes, c'est un bon point parce que lorsque vous faites un voyage, vous partez en Floride 2 semaines, 3 semaines, laissez votre véhicule branché, mais ne programmez pas de recharge en haut de 80 ou 70%. Laissez votre véhicule en bas des zones justement à risque des 2 extrêmes. Donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de danger, pas de dégradation de batterie. Donc, mettons, le programme, une recharge à 75%, puis on laisse brancher. Donc, pendant notre mois en Floride, pendant l'hiver, généralement, qu'on va passer le mois en Floride, ben, l'auto va rester branchée, chargée au maximum 75. J'ai programmé 75. Elle va pouvoir se garder au chaud parce qu'elle est branchée sur notre borne. Puis notre batterie ne sera jamais un pourcentage de recharge trop élevé longtemps, ce qui pourrait nuire à sa santé. Donc, on est dans le meilleur des deux mondes. Oui.
Puis, dernière petite chose, au niveau des pratiques de recharge, il y aurait la programmation. C'est sûr qu'on n'a pas de tarifs très variés ici au Québec. Là. C'est plus dans d'autres provinces probablement. Donc, vous pouvez programmer votre recharge du véhicule en dehors des heures de pointe en hiver. Souvent, avec Hydro-Québec, on a des opportunités là, de sauver dans des périodes de pointe. Et aussi, comme dans une précédente chronique, j'avais mentionné que de prévoir la fin de la recharge près de votre départ, bien, donne aussi l'avantage là, d'avoir la batterie un petit peu tempérée. C'est un excellent conseil, puis étant donné mes accointances avec la Société d'État, je te dirais, mon cher Sébastien, que même si on n'a pas de tarif, si vous n'avez pas de tarif préférentiel ou de surcharge lorsque vous utilisez à des moments de pointe, ne serait-ce que pour donner un coup de main au réseau, de prendre l'habitude de ne pas charger à l'heure du souper l'hiver particulièrement, ça donne un bon coup de main. C'est les plus grandes périodes. Toutes les voitures se programment pour se recharger un peu plus tard. Donc, vous pouvez lui dire commence à charger à 9h ou à 10h le soir, puis vous allez toujours être plein de toute façon le lendemain matin. Donc, ça ne crée pas trop de problèmes. Mon cher Sébastien, si les gens veulent te poser des questions ou t'écrire, à quelle adresse on fait ça? Sébastien.côté@silenceonroule.com. Vous pouvez aussi laisser un message vocal sur notre répondeur numérique à question.silenceonroule.com. À la prochaine, Sébastien. Merci. Au revoir. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Pour les chanceux qui ont écouté notre épisode hors série sur les statistiques de 2022, on vous a parlé de la Volkswagen ID4 qui a comme pogné un sprint en fin d'année 2022 en termes de livraison, puis qui s'est classé là, en 10e position des véhicules les plus immatriculés au Québec en 2022, là, un sprint de livraison. Et avec raison, c'est une voiture qui a toujours été très, très, très prisée. Les listes d'attente sont très grandes et les livraisons au début étaient un peu lentes, il faut le dire, et beaucoup de gens qui attendaient de l'avoir. Mais il y a des chanceux qui l'ont depuis un petit bout de temps puis qui ont pu rouler avec, et j'en ai 3 avec moi aujourd'hui. Notre premier, Yves Saint-Onge. Bonjour Yves. Bonsoir Martin. Ensuite, j'ai André Guilbeault. Bonsoir. Et Kevin Bois. Salut Kevin. Martin. Messieurs, vous avez tous la voiture depuis un petit bout de temps, puis je vais vous poser les 3 la même question. Je vais commencer par toi, Yves. Est-ce que c'est ta première voiture électrique? Et 2, depuis combien de temps tu l'as, la ID4? Effectivement, Martin, c'est mon premier VE, OK? Je suis fait depuis le 30 novembre 2021 que j'ai le véhicule. Présentement, elle est rendue à 47 000 km. Donc, j'ai passablement roulé en 2021-22. Dans l'ensemble, je peux dire présentement que je suis très satisfait de mon véhicule. Excellent. Écoute, j'ai des questions pour vous autres, vous allez voir. Ouais. André, toi, c'est ton premier VE? Non, moi, c'est mon 3e VE. Commencé avec une Kona, ensuite une Tesla Model Y, et puis là, je suis rendu avec la ID4 depuis le 31 octobre 2022. Ça, c'est intéressant. Passer d'une Tesla à une Volkswagen, j'en ai des questions pour toi, tu vas voir. Toi, Kevin? Non, moi non plus, c'est pas mon premier véhicule électrique. J'avais une hybride branchable, donc une Chevrolet Volt avant. Okay. Puis je suis passé au ID4, particulièrement à cause du format. C'est ça qui me rejoignait. Là. J'étais rendu à cette position-là là, au niveau familial particulièrement. Là, donc, c'est pour ça que le ID4 est arrivé là, dans notre famille. Là. C'est vrai que c'est un format de voiture, en tout cas de l'extérieur, on le voit tout de suite qu'elle a la forme d'une voiture qui normalement est plus petite, mais on le voit qu'elle
elle a un volume là, qui est quand même assez grand. T'embarques combien de monde là-dedans? Toi, t'as une famille de... Non, j'ai combien d'enfants? 3 garçons qui s'enlignent pour avoir le même format que le papa, qui a un bon format physique. Ouais, vous le voyez pas, là, mais c'est une pièce d'homme. Hein, Donc, c'est ça, avec la Chevrolet. J'étais très satisfait de ce véhicule-là. J'ai beaucoup apprécié ma Volt. Toutefois, le fait que ça soit un 4 places et demi, ça fait qu'à un moment donné, la position physique des garçons à l'arrière faisait que certains conflits, les jambes, puis là, un kickait l'autre, puis des trucs comme ça. Donc, dans la Volt, il y a quand même aussi... Hein, exact, la console centrale se rend jusqu'au banc à l'arrière, là, pour les gens qui connaissent moins ce modèle-là. Donc, la place centrale à l'arrière a pas de place physiquement, directement, elle, pour les jambes. Ouais. Donc là, c'est là que j'ai commencé à regarder pour un autre véhicule. Puis là, la ID4, c'était vraiment physiquement un véhicule là, qui nous intéressait plus pour la famille. Puis ma conjointe aimait ça avoir un véhicule un peu plus volumineux. Est-ce qu'il y en a un de vous autres parce que Volkswagen, puis il y a certaines marques comme ça, là, Toyota aussi, là, que tu as des gens que c'est des maniaques de Volkswagen. Ils vont, si ça avait pris 5 ans avant qu'il y ait un auto électrique Volkswagen, ils auraient entendu un autre 5 ans avant d'acheter leur premier VE parce que ça leur prenait un Volkswagen. Êtes-vous des fans de Volkswagen? Ou... sans vouloir dire que c'est moi, là, moi, c'est ma 5e Volkswagen. OK. Moi, c'est de toi qu'on parle. C'est ça. J'ai eu des Passat, des Golf R. J'ai changé mon Golf R pour ma ID4. Okay. Puis entre ma Golf R et ma ID4, j'ai eu un Jetta. Parce que j'ai vendu ma ID4 avant que j'ai vendu ma Golf R avant que la ID4 arrive. Je l'ai entendu patiemment. Et le concessionnaire m'a vendu une Jetta pour 6 mois. En attendant. Puis comme que le marché était très bon, il me l'a racheté à bon prix. C'est excellent. Je peux pas... c'est évidemment, on le sait, là, les gens qui trippent sur Volkswagen, c'est une belle continuité, je pense. Est-ce que je me trompe quand je dis... Puis là, je te pose la question à toi, justement, parce que tu as eu plusieurs Volkswagen. Une des particularités de cette voiture-là, c'est un peu comme d'autres modèles d'auto l'ont fait dans l'électrique aussi, là, c'est-à-dire qu'on essaie de garder le look and feel, c'est-à-dire que quelqu'un qui est habitué de conduire une Volkswagen, qui conduit la ID4, est-ce qu'il est complètement dépaysé en termes de conduite ou il reconnaît le type de conduite de Volkswagen? Écoute, je sais que j'ai lu qu'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu dépaysement. Dans mon cas, à moi, je trouve pas ça. Je trouve que ça garde quand même le côté germanique de la conduite et tout ça, sans être une GTI ou une Golf R. Là, faut pas, c'est un VUS. Là. Faut pas comparer des pommes avec des pommes. Si tu pognes un Tiguan là, 2020, puis tu t'embarques dans un ID4, tu vas filer la même chose au volant. Là. Mais c'est sûr que si tu compares une GTI à une une ID4, c'est pas la même chose. Mais au niveau du feeling là, d'une Allemande, effectivement, tu le sens sur la route que c'est une Allemande. Là. Je reviens à toi qui a passé d'une Tesla à la ID4. Première question, pourquoi? Puis deuxième question, puis c'est pas, remarque bien que moi, le premier, peut-être j'aurais fait ce move-là, mais je te pose la question, pourquoi? Puis deuxièmement, avec le recul que tu as maintenant, es-tu satisfait d'avoir fait ce move-là? Puis pourquoi? Oui, en fait, pourquoi? En fait, j'avais pas enlevé mon nom de la liste du concessionnaire pour la ID4, puis on m'a appelé pour me dire que c'était mon tour. Là, dans le fond, j'avais ma Tesla Y. J'étais satisfait, mais là, j'ai quand même écouté ce qu'il y avait à me dire, puis on m'offrait quand même 15 000 $ de plus pour ma modèle Y que j'avais payé, qui était rendu à 30 000 km. Puis là, je voyais que le véhicule était équivalent. Fait que je me suis dit, bon, on va l'essayer. Fait que j'ai fait le switch en me disant, puis un peu comme Yves, j'ai dû avoir une auto à gaz un petit peu en attendant parce que il m'offrait le prix tout de suite, mais la ID4 rentrait quelques semaines après. Fait que je tombais en Taos pendant 2-3 mois. Et puis, j'ai eu la ID4 après. Donc, en termes de format très, très, très semblable, en fait, on perd le frunk en avant pour gagner peut-être un petit peu plus profond de coffre. Ce que j'aime beaucoup, on est une famille de skieurs, fait que la trappe à ski dans le milieu, c'est super. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Donc, avec ma femme, on peut partir, mettre les 4 paires de skis, ce que je ne pouvais pas faire avec la Tesla nécessairement. Aussi, en termes de moi, j'avais une Y performance. Fait que là, c'est sûr que j'ai perdu en termes de performance. Ouais. J'ai perdu du HP, j'ai perdu de l'accélération, mais quand même très agréable à conduire. C'est quand même beaucoup mieux que la Kona que j'ai déjà eue en termes d'accélération, tenue de route aussi. On sent que ça tient mieux la route, même si on est plus haut que la Kona, on tient mieux la route. C'est pas la tenue de route de ma Tesla, mais encore là, j'avais une performance, fait que c'était assez exceptionnel de ce côté-là.
Je vais vous poser des questions un peu plus générales, puis là, qui veut répondre, répondra. Au niveau de la qualité, puis là, je peux me faire ma propre appréciation, mais je veux vous entendre après plusieurs mois de recul. Au niveau de la finition du véhicule, la qualité de finition du véhicule, comment vous la trouvez? Tu sais, particulièrement, toi, Kevin, tu peux la comparer avec ta Volt, toi, tu peux la comparer avec la Tesla, qui est une superbe bagnole du point de vue technologique, mais que plusieurs reprochent des défauts d'assemblage, de finition, de qualité de matériaux. Comment vous qualifiez ça? Si j'ai à la comparer avec ma Tesla, moi, c'est sûr que où j'ai fait un gros gain, je trouve, c'est au niveau du confort des bancs. Je fais énormément de route et puis, et ma conjointe et moi, on trouve qu'on a passé... on est vraiment mieux assis, surtout pour le long terme. C'est sûr, bon, il y a même des features comme le banc massant, ça, je m'en sers pas, mais sinon, c'est très, très, très confortable comme voiture. Bien fini en termes, là, moi, j'ai l'option Statement, fait qu'avec le genre de faux cuir vegan qu'il y a dedans, donc très bien fini. Oui, Tesla, il y en a qui critiquent la finition. En fait, ce que j'étais content, c'était de ne pas avoir à mettre des pellicules par pierre, des choses comme ça sur la peinture, chose que ma Tesla m'avait quand même coûté quelques ajouts de ce côté-là, là, des protections anti-rouille et tout ça, que j'ai pas senti besoin. Il y a déjà eu des Volkswagen, moi aussi, avant. Je savais que la qualité de finition était quand même intéressante de ce côté-là. Pour rebondir là-dessus, moi, je n'ai pas le pack statement. Donc, comparativement, ça me permet d'un peu de voir un peu comme la différence. Puis, malgré que j'ai pas le pack statement par choix, parce que personnellement, j'y voyais pas le besoin en tant que tel, parce que je trouvais que lors de mon achat, parce que moi aussi j'ai une 2021 que j'ai pris possession moi en avril 2022. Donc les dernières 2021 qui ont été amenées au Canada, c'est justement il y a eu un groupe en avril 2022. Moi, j'avais pas besoin du groupe Statement, malgré que j'ai pas toutes les différents ajouts comme vous. Je me considère très, 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 très confortable dans mon véhicule. J'aimais beaucoup ma Volt. J'aimais bien l'assise de la Volt, alors que ma conjointe, elle, la trouvait trop basse, trop sportive, dans un sens, où elle aimait pas du tout la visibilité de la Chevrolet. Elle se sentait limitée au niveau visibilité, alors que là, maintenant, elle se sent très, très, très bien. Elle se sent haute. Elle se sent vraiment elle est capable de bien voir. Donc, à ce niveau-là, là, on a un gros avantage. Là. C'est drôle que tu dises ça parce que à Silence on roule, on nous prête à l'occasion des véhicules de presse. Puis quand on a eu la ID4, notre chroniqueur qui l'a eu, l'a fait conduire à son épouse qui a vraiment adoré. Puis j'ai entendu après plusieurs personnes qui m'ont dit, de tous les véhicules que j'ai eus, c'est vraiment le véhicule que mon épouse a préféré. C'est une voiture qui semble plaire aux femmes qui les conduisent. Je sais pas pourquoi. Moi, ma conjointe l'adore et tout ça. Pour revenir un peu à ta question sur la qualité, la différence de qualité, moi, écoute, en passant de ma Golf R 2017, qui était quand même un véhicule assez bien fini à l'intérieur, c'était assez cossu comme véhicule, avec du beau cuir et tout ça. À la ID4, tu vois que c'est une petite affaire plus bas. Moi, je trouve que la qualité d'une petite affaire plus bas, mais c'est pas comme la qualité mexicaine d'une Jetta, mettons, là. C'est sûr, pour ceux qui connaissent les Vaux, là, vont savoir que c'est pas la même chose. Moi, la seule affaire que je déplore dans la ID4, moi aussi, j'ai l'option Statement, c'est un peu le piano black. C'est la seule chose, là. C'est la seule chose que je peux déplorer dans la qualité de finition. Le restant. Pourquoi ça se salit facilement? Ça se salit facilement. Les tâches sont plus. Ça a besoin d'un peu plus de frottage que la moyenne. Okay. C'est la seule chose que je peux peut-être déplorer dans la finition. Le restant, impeccable. Je peux te dire que je suis satisfait. Là. Et des petites choses qui ont été mal pensées aussi, comme il n'y a pas d'éclairage sur les boutons de température, boutons de volume le soir. Fait que c'est des choses qu'au début, on cherche un peu. Oui, on peut contrôler en partie avec le volant qui, lui, est bien éclairé, mais ça reste que juste une petite lumière à LED derrière aurait fait le travail. Donc, il y a des petites affaires comme ça, peut-être améliorer. C'est sûr que c'est mieux ça que d'un wiper en arrière, en tout cas. Oui, c'est ça. On n'a aucune idée à quoi vous faites. Si on parle de tout ce qui est, je dirais, la technologie embarquée, particulièrement tout le système d'infodivertissement, à un moment donné, il y a des gens qui disaient que c'était un peu compliqué, menu sous menu. Comment ça se passe? Là? Selon moi, c'est malheureusement le point faible de ce véhicule-là. Pour moi, je vous roulez beaucoup aussi, vous aussi. Moi, le véhicule, autant que moi que ma conjointe, la personne qui l'a, on fait beaucoup d'appels avec le véhicule et on a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. C'est, à mon avis personnel,
le point faible, malheureusement. Quand tu dis problème, c'est pas juste des déconnexions, des manquements, des trucs comme ça. La stabilité de la connexion Bluetooth, ouais, par notamment. exemple, puis l'accès aux fonctions, tu veux changer un paramètre. Ouais, c'est pas très convivial. Versus, tu sais, moi, je fais toujours la comparaison versus ma Volt. Je pense que c'est ça mon lien que je peux amener. Je trouvais ça beaucoup plus convivial dans la Volt. C'est certain que c'est comme n'importe quel véhicule. À un moment donné, on s'y fait, on apprend à vivre avec, mais les déconnexions, là, Bluetooth particulièrement, moi, c'est un des irritants de ce véhicule-là pour moi. Moi, j'en ai pas d'irritant au niveau du Bluetooth et je m'en sers énormément, mais moi, de mon côté, je suis Apple CarPlay sans fil. J'ai peut-être eu 2 petites déconnexions à date depuis 6 mois, donc rien. Ça a juste duré quelques secondes, rien de majeur de ce côté-là, donc ça va très, très bien de ce côté-là. Par contre, si j'ai besoin de switcher à la radio conventionnelle, je trouve que c'est long. Là. Il y a 3-4 menus à changer. Pour te rendre à la radio. Pour me rendre à la radio, c'est long, oui. J'abonde dans le même sens. Moi, c'est la même chose. Moi aussi, j'utilise CarPlay Apple. J'ai pas eu vraiment des déconnexions là, soudaines. Là. Je sais pas si ça rapporte, toi, je sais pas si tu... Android, c'est peut-être là aussi. Je te dis pas, je pointe pas ça, sauf que moi, j'ai pas eu de déconnexion là-dessus, puis j'abonde dans le même sens. Pour aller chercher à la radio, après ça, c'est ça qui est laborieux. Là. Faut tailler par 2-3 menus plus loin. Là. Le bouton Home, pourtant, ça devrait être simple. Effectivement. Je m'en allais vous poser la question par rapport à ce qui est la navigation, le GPS, mais là, vous êtes tous CarPlay. J'imagine que vous utilisez plus Waze, Google Maps, etc. Effectivement, moi, j'ai essayé quand même le GPS là, à quelques reprises. C'est un GPS standard Volkswagen. Là. Écoute, ça l'amène à rien de plus que le Waze et les autres choses. Là. À part les bornes qui apparaissent, en fait. Effectivement. C'est la seule petite différence avec les autres. Là, ouais. C'est sûr que les bornes apparaissent, c'est un plus pour ça. C'est quand, mettons, que tu cherches vraiment des bornes, tu peux switcher là-dessus. Mais moi, 95% du temps, c'est Waze ou Google Maps. Là. C'est vraiment ça que j'utilise. Parlons de l'autonomie du véhicule. Vous avez tous fait l'été et l'hiver avec, donc vous avez pu voir, 2 aspects. Premièrement, est-ce que l'autonomie annoncée, vous êtes satisfait avec ce que vous mesurez en réalité? Là, évidemment, on est tous conscients que l'hiver, on en a un peu moins, là, c'est bien normal, c'est pas de ça que je parle. Et l'écart entre l'autonomie l'hiver et l'autonomie... On sait qu'il y a des voitures dont l'hiver les impacte pas mal plus durement que d'autres. Qu'est-ce que ça a l'air à date avec la ID4? Vous avez quoi l'été, puis vous tombez à combien l'hiver, mettons, pour nous donner une idée? Là? Température normale d'hiver, là. Tu sais, on n'est pas obligé de... vous pouvez parler de les 2 jours où il a fait moins 35, là, mais on s'entend qu'il ne fait pas moins 35. C'est sûr que là, c'était vraiment exceptionnel. Moi, en toute honnêteté, je suis particulièrement satisfait de ce point-là. Bien sûr, comme on sait tous maintenant, c'est certain que moi, je suis pas nouveau dans le monde des véhicules électriques, fait que j'étais bien conscientisé que on allait avoir des pertes. On fait beaucoup d'autoroutes. La voiture roule pratiquement entre 100 et 150 km par jour. Encore ces temps-ci, là, l'hiver, là, je vais avoir mon 275 km d'autonomie relativement facilement et confortable, puis je roule comme il faut, comme on dit, là. Je roule à la vitesse d'autoroute qu'on connaît toutes, là, qu'on roule toutes, là. Dans les mêmes eaux. Moi, si je peux rajouter que moi aussi, j'ai resté surpris quand même de l'autonomie, puis surtout de la précision du GOM, là. J'ai le Gassometer qu'on appelle, là. Assez précis, merci. Il nous compte pas. C'est vraiment qu'est-ce qui marque, là. Puis il joue vraiment avec la température aussi. Tu vas voir dans la même journée, mettons que si ça l'augmente, il va augmenter lui aussi. Il se recalibre. Il se recalibre quand même bien. Je suis satisfait de l'autonomie, moi. Tu sais, c'est sûr qu'on a pogné dans l'été des bons scores, là. Plus que le 3,94 annoncé, là. Je suis même monté à 440 à un moment donné, là. Puis le plus bas, je pense que j'ai descendu, c'est quand il a fait moins 30 dernièrement, là, il y avait 247 km. Là. Moi, c'est le plus bas à peu près que j'ai pogné. Moi, de mon côté, je suis plus satisfait du Gassometer que celui de ma Tesla. Ma Tesla n'était pas super précis. C'était plus dur de se calibrer de ce côté-là. En fait, je trouve que ça va plus ressembler à ce que j'avais avec ma Kona, donc très précis en effet. J'ai pas fait beaucoup d'été, moi, l'ayant eu en octobre, fait que j'ai fait de l'automne où je frôlais les 400 km. Et puis, comme Kevin puis comme Yves, je vais tourner autour de 260 à 300, dépendant du mercure là, en hiver. Là. Disons que le pied droit a bien rapport avec ça aussi, si on veut. Oui, bien entendu. C'est comme dans toutes les VE. Oui, c'est certain, c'est certain. Un autre point qui est hyper important quand on s'achète une voiture électrique, évidemment, c'est la performance de recharge. Donc, recharge rapide, j'entends, là.
quelles sont les performances que vous obtenez sur la recharge rapide? Quelle est la puissance de recharge que vous êtes capable d'aller chercher dans des bonnes conditions l'été? Là? Évidemment, c'est sûr que quand il fait froid, c'est un peu moins performant, mais bonnes conditions l'été, ça ressemble à quoi en termes de puissance de recharge? Moi, écoute, j'ai utilisé beaucoup les Electrify Canada parce que on a quand même un forfait avantageux chez eux. Ça vous coûte pas cher. Exactement. Moi, je peux dire que faut que tu sois en bas de 20% pour avoir la bonne calibrage. Effectivement. Cet été, j'ai eu des points de 131 kW. Là. Même si moi, mon logiciel 2.1 autorise juste 125, il t'autorise à 131 kW, même une couple de fois. Mais, mettons que je vais sur une 100 kW circuit électrique, j'ai jamais dépassé 76 kW. Ça, c'est lié avec le voltage particulièrement de la batterie. Exactement. Notre véhicule n'est pas un véhicule qui est moyenne haute dans les recharges rapides. Dans mon cas, je m'en sers très peu. Donc, c'est certain que ça n'a pas beaucoup d'impact dans ma réalité personnelle. Vous roulez beaucoup plus que moi. Mais encore une fois, je vous dirais, l'hiver, sur le circuit public, on roule à 70 kW. Là, c'est pas mal dans ces eaux-là. Donc, on réussit à avoir une recharge rapide qui est d'appoint à la base. Ouais. Là. Mais moi, j'ai pas vu souvent. Même l'été, j'ai pas vu souvent au-dessus de 100 kW. Probablement, c'est une histoire de température de batterie, notamment. Moi, je revenais de l'autoroute, puis c'était vraiment au mois de juillet, là, il faisait chaud. Je me permets de te la poser parce que toi, tu parles d'une Tesla, là, évidemment. Là, je m'ennuie de ma Tesla. Je m'ennuie beaucoup de la Tesla. En fait, je pense que ce qui manque sur les ID4, c'est définitivement une fonction de préchauffage de la batterie pour recharge. Conditionnement de la batterie. Tout à fait. Ça serait super à ce moment-là parce que ça, avec Tesla, on l'avait. Puis même qu'ils ont racheté dernièrement la fonction pour, dès qu'on va sur un autre chargeur, pour pouvoir la conditionner à distance. Donc, c'est super de ce côté-là. En hiver, comme mes collègues, je vais faire autour de 50 CF froid. Je vais monter à 70 tranquillement sur du circuit électrique. J'ai réussi en hiver à atteindre du 100, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Ça ressemble à ça aussi. Mais ça reste que n'importe quel véhicule en hiver, les performances de recharge rapide, c'est jamais à moins de pouvoir préconditionner la batterie. Ouais. Et on voit, puis l'impact du préconditionnement, là, il commence à y avoir des modèles qui ne l'avaient pas à la livraison, puis qui se font pousser des mises à jour, puis qui font, puis les gens la voient. On a la main levée, on attend notre tour. Oui, vous attendez votre tour. Oui. Si c'est une version de logiciel qui sera peut-être un jour poussée dans votre véhicule, qui le permettra, ça pourrait, je pense, changer la donne. En principe, si tu amènes la batterie à une température avoisinant celle qu'elle a l'été dans les bonnes conditions, tu devrais avoir une recharge de puissance équivalente, évidemment. Je saute rapidement parce qu'on arrive à la fin. Vous avez parlé de version de logiciel. Hein? Tu as dit, moi, j'ai telle version. Pouvez-vous me parler de quoi on parle puis qu'est-ce que ça implique, cette version de logiciel-là? Moi, vu que c'est un 2021, mes premières QV, moi, j'ai le logiciel qu'on appelle le 2.1, qu'on appelle, là, si je me trompe pas. C'est vraiment le logiciel de base. Ça se trouve être le micro-logiciel du véhicule. Standard qui est arrivé d'Allemagne et tout ça. Je crois, puis je suis toute réserve, là, que à partir des 2022 et des 2023, il arrive avec le logiciel 3.1. OK? Avec ça, on voit que quelques améliorations sur vraiment là, le screen, ça va plus vite un peu. Ils ont la fonction auto-hold que nous, on n'a pas sur le 2.1, qu'il y a sur le 2022-2023. Qui fait quoi? La fonction auto-hold, c'est quand tu arrives à un stop puis que tu pèses sur le break, tu peux lâcher ton break jusqu'à temps que tu pèses sur. C'est un petit peu, je pense, ça va avec le système de... Comme les pédales? Là? Exactement. Fait que ça c'est une affaire qu'on attend. Puis le 3.1, je crois, sur certains aspects de la courbe de recharge, pas pareil non plus. Ça change aussi la courbe de recharge, effectivement. Ouais, ça, c'est des éléments importants hein, quand tu viens jouer la courbe. Là. Des petites fonctions logicielles aussi, comme par exemple, moi j'ai le 3.1, avec le logiciel CarNet de Volkswagen, je peux, mettons, savoir l'auto est où à distance, des choses comme ça. Chose qu'avec la version 2.1, on m'a dit que c'était pas disponible. Là. Donc, pas grand-chose, ça. Ça, c'est le CarNet. Vous venez d'ouvrir un autre point sur lequel tu vas pas te comparer avec la Tesla. L'application...
Il n'y en a pas beaucoup des autos que le monde sont contents de l'application en part Tesla. Hein. Écoute, moi, je peux comparer avec deux logiciels que j'ai eu avant, c'est-à-dire Blue Link avec Hyundai et puis Tesla. Donc, c'est sûr que de loin, Tesla est supérieur à ce niveau-là. Blue Link avait des fonctions de plus. Je vous parle d'il y a 3-4 ans que CarNet n'a pas. C'est-à-dire qu'on pouvait barrer les portes, chose que je ne peux pas faire avec CarNet. On pouvait savoir quelle fenêtre était ouverte. Bon, il y avait des petits trucs de plus, mais la communication était très lente. Donc, pour faire un update, ça pouvait prendre 20-30 secondes. Avec la Tesla, c'est instantané tout le temps. Et puis, avec CarNet, c'est très rapide dès qu'on demande une commande, mais c'est très limité dans ce qu'on peut faire. OK. Donc, l'application fonctionne bien, mais elle n'a pas beaucoup de fonctions. Exactement. C'est ce que je comprends. Il y a aussi des ratés des fois avec... je ne sais même pas si ça a rapport à CarNet ou si ça a rapport avec le fournisseur de réseau. On n'est pas spécialiste là-dedans, mais je doute que c'est le fournisseur qui moi, je suis très chanceux. Ça marche très, très, très bien. Mais effectivement, à part le démarrage à distance, il n'y a rien d'autre. Moi, c'est bien parce que c'est ça mon besoin. Ça répond exactement à mon besoin. Je démarre la voiture est chaude. On part le matin, un peu comme pas mal tout le monde. Un des beaux grands avantages d'une voiture électrique. Donc, moi, ça répond à mon besoin, mais effectivement, à part ça, il n'y a pas grand-chose là. Je vais terminer en vous posant une dernière question. Puis je vous la pose à tout le monde. Vous allez tout le monde répondre à la même question. Le point fort et le point faible de cette voiture-là, c'est quoi? Point fort, moi, je peux répondre que c'est vraiment le confort du véhicule, format, puis aussi le rendement. Je pense qu'on peut vraiment mettre ces trois aspects-là là-dedans. Puis le point faible, c'est le système d'infodévertissement, il faut le dire. Puis le logiciel, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux là, sur le marché. Mais moi, je me suis adapté. Puis on espère d'avoir mieux dans l'avenir. Moi, de mon côté, le confort aussi. Et puis, j'aime bien, on n'en a pas parlé, mais j'aime bien la traction dans la neige. Je trouve qu'elle est excellente, un bon 4 roues motrices. Côté faible, je dirais, moi, dans mon cas, c'est les vitesses de recharge que je m'ennuie le plus de mon côté. Et puis, aussi, c'est niaiseux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même bug-là. Pour barrer les portes, il y a un petit sensor sur la poignée. Puis, en hiver, il fonctionne jamais. Il fonctionne juste en haut de 0 degré, on dirait. Fait qu'on est tout le temps en train de fouiller dans nos poches pour prendre télécommande pour barrer les portes. Et puis, encore là, j'arrive d'une Tesla où je m'éloignais de mon auto, ça se barrait tout seul. Fait qu'un petit truc que je m'ennuie, un petit point faible de ce côté-là. Ouais. Toi, Kevin? J'abonde dans le même sens. Le confort du véhicule, la douceur de roulement, sur l'autoroute, c'est doux, c'est tranquille. Moi, j'ai all-wheel drive, donc j'ai quand même une bonne puissance au bout du pied. C'est ça le gros plus de ce véhicule-là. Puis malheureusement, moi aussi, mes irritants sont vraiment sur l'écran central. Moi, quand je mets la voiture en reculon, puis l'écran en reculon est encore en reculon quand je suis rendu au coin de la rue, ça fait longtemps que je pars en avant. Là. Pas normal que tu montes encore l'écran qui recule. Là. Je pars en avant maintenant. Là. Donc ça, c'est un malheureusement mon irritant. Mais je vois dans le même sens que moi, personnellement, il y a beaucoup, beaucoup de plus à ce véhicule-là. Fait que les quelques irritants, on passe par-dessus. Il me dérange encore, mais je passe à d'autres choses, mettons. Avant de tirer à la plug, au moment où on enregistre, là, en fonction de la diffusion, des fois, mieux vaut le mentionner, on est au mois de février, là, on est au milieu du mois de février et on a eu des grands froids dernièrement. Personne ne m'a parlé de la batterie 12 volts. Moi, je lis, puis je vois qu'il y a bien du monde qui a des problèmes avec le 12 volts. C'est-tu généralisé? Moi, personnellement, j'ai pas eu le problème de la batterie 12 volts. Moi, il faut dire que quand il fait froid, je plug mon Noco qui est déjà dedans pour vraiment garder la 12 volts toujours à flot. Puis j'ai jamais eu vraiment de problème non plus de bug. Moi, la mienne, je suis à Sherbrooke qui a fait très, très froid, mais elle dort dans un garage. Fait que même quand je roulais après, je n'ai pas du tout affecté. Moi, je vais aller piger dans une autre marque pour une ligne connue. Une voiture branchée est une voiture heureuse. Donc, moi, ma voiture est branchée à tous les soirs. Donc, j'ai pas eu de problème à ce niveau-là. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, je pose la question parce que je l'ai vu pour la ID4, mais je tiens juste à souligner que le problème de 12 volts quand il fait froid, là, c'est loin d'être une problématique qui est liée à Volkswagen. Là. Il y a plein de modèles d'auto électriques. Quand la batterie 12 volts, quand c'est pas branché et qu'elle gèle, les gens ont des problèmes. Là. Il semblerait que ça affecte les thermiques aussi. Oui, c'est ça. Et puis l'auto part pas partout. Les autres, elle affecte les clics. C'est ça. Bien sûr, vous avez été bien généreux de votre temps. Donc, j'espère que ça a répondu aux questions de nos auditeurs. Puis s'ils veulent en savoir plus, évidemment, là, il y a plein de ressources, des groupes Facebook qui parlent de Volkswagen. Donc, les gens peuvent aller se renseigner là. Puis,
écoutez, on va vous souhaiter bonne route en Volkswagen. Vous êtes tous arrivés en ID4 en plus, c'est fantastique. Fait qu'il n'y a jamais eu autant d'ID4 dans mon driveway. Fait que merci beaucoup, messieurs, pour votre temps. Merci beaucoup. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me prend de la bonne information pour faire des choix éclairés. Je vais donc vous parler d'un document, plutôt d'une suite de documents qui me sert de guide quand j'ai à parler d'énergie dans le cadre de mon travail. Je suis Daniel Rochefort. Bienvenue à la chronique « Le verre à moitié plein ». Chronique Le verre à moitié plein avec Daniel Rochefort. Je vais vous parler aujourd'hui d'une sorte d'information incontournable quand on veut comprendre l'énergie dans le contexte québécois. Ça s'appelle l'état de l'énergie au Québec. Ça, c'est un bilan annuel qui est préparé par la chaire de gestion du secteur de l'énergie du HEC, l'École des hautes études commerciales de Montréal. L'édition 2023 vient de sortir en février. C'est disponible sur Internet à l'adresse suivante energie.hec.ca/EEQ. Vous allez trouver sur le site Internet toutes les éditions depuis 2012 avec les notes, les présentations PowerPoint. C'est du costaud, c'est du sérieux, c'est plein de chiffres, mais c'est aussi très accessible, c'est très bien vulgarisé avec des graphiques, des illustrations très claires. C'est de la bonne science à la portée de tous. En bref, ça se divise en plusieurs sections. Un gros chapitre sur le système énergétique du Québec. Vous allez comprendre comment les différentes formes d'énergie sont produites et distribuées au Québec. La production d'hydrocarbures, la production d'électricité, la production d'hydrogène, la production de biocombustibles. Vous allez aussi comprendre comment on consomme l'énergie dans chaque secteur de notre société. Les industries, le transport, les bâtiments, etc. Et donc, vous allez comprendre le poids de chaque secteur qui ont chacun leurs propres défis et leur propre impact. Vous avez année après année, dans le rapport, toute une section qui s'intéresse au transport, qui suit l'évolution du parc de véhicules et qui suit aussi l'évolution de l'électrification des transports. Ça va vous intéresser particulièrement. Il y a bien sûr un chapitre passionnant sur les émissions de gaz à effet de serre liées au système énergétique. Vous comprendrez que c'est celui que je lis en premier, personnellement. Et vous trouvez ça exagéré quand on affirme que nos véhicules qui circulent sur les routes, c'est ça la plus grosse partie de notre responsabilité dans les changements climatiques au Québec? Bien, le rapport vous en fait la démonstration noir sur blanc, année après année d'ailleurs. Et finalement, il y a un chapitre qui porte sur l'énergie et l'économie québécoise. Vous allez constater que l'énergie, ça pèse lourd dans notre économie. Et ça pèse aussi très lourd dans notre budget familial. Venons-en à la question qui vous brûle les lèvres, j'en suis sûr, la seule question importante après tout dans un balado Silence on roule. Selon le rapport L'état de l'énergie au Québec, on doit-tu changer nos véhicules pour des voitures électriques? En fait, roulement de tambour, la réponse c'est oui, mais peut-être pas toutes les voitures. Vous comprendrez vite que tout dans le rapport pointe le fait qu'il faut se débarrasser de notre dépendance à l'essence. OK? Faut moins, beaucoup moins de véhicules à essence sur nos routes.
Ça passe nécessairement par remplacer les voitures qui brûlent du jus de dinosaure par des véhicules qui consomment des électrons. Mais pas uniquement, car ça passe aussi par avoir moins de voitures tout court. En d'autres mots, est-ce qu'on doit mettre tous nos œufs dans le panier de la voiture électrique et remplacer 5 millions de véhicules dans les prochaines années? À la lecture de l'état de l'énergie, vous découvrirez que rien n'est moins sûr, parce que ça pose d'autres défis importants. Je vais y revenir quand on va parler d'électricité. À propos des combustibles fossiles, depuis 3 ans, le rapport nous apprend que au Québec, 100% du pétrole qu'on met dans nos bagnoles et dans nos camions provient soit des États-Unis, soit de l'Ouest canadien. Au Québec, on brûle le pétrole le plus polluant de la planète, du pétrole issu du schiste, du pétrole de schiste, qui provient de la fracturation hydraulique, ou bien du pétrole de sable bitumineux de l'Ouest canadien. Le rapport L'État de l'énergie au Québec nous souligne aussi, encore cette année, à quel point notre système énergétique est très inefficace, en grande partie à cause de notre dépendance au pétrole, justement. Le tiers des pertes énergétiques du Québec sont dues à l'inefficacité de brûler de l'essence ou du diesel pour faire avancer des véhicules. C'est pas mêlant. Les Québécois figurent parmi les plus grands consommateurs d'énergie de la planète et les plus inefficaces. Rouler électrique, ça change totalement la donne, pourtant. Rouler au combustible fossile, c'est seulement 21% de l'énergie qui fait avancer le véhicule. Il y a 79% de l'énergie qui est perdue sur l'ensemble de la chaîne, du raffinage jusqu'à faire rouler le véhicule. Pour le transport 100% électrique, au contraire, c'est 73% de l'énergie électrique qui fait avancer le véhicule. Seulement 27% de perte. Le transport électrique, c'est ce qu'il y a de plus efficace après se servir de ses 2 jambes pour marcher ou pédaler. Oh, on ne peut pas passer sous silence le cas de l'hydrogène vert en transport. C'est à peine mieux que le pétrole, en fait. Et ce serait un gaspillage éhonté d'énergie. Il y a seulement 31% de l'énergie, dans ce cas-là, de la précieuse électricité, seulement 31% de l'énergie qui va faire avancer le véhicule. 69% de l'énergie est perdue en chemin, en plus de quelques gouttes d'eau. En passant, l'édition 2023 du rapport L'État de l'énergie inclut un dossier sur l'hydrogène vert qui vaut le détour. Là. Je suis certain qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se questionnent sur le dossier de l'hydrogène. Ben, downloadez-moi ça au plus sacrant, ce rapport-là. Vous allez être servi. On vous explique de long en large c'est quoi cette filière énergétique-là. On vous liste les projets en cours et vous constatez que c'est pas pour demain la veille qu'on va remplacer le 95% d'hydrogène fossile qu'on utilise actuellement par de l'hydrogène vert qui coûte 3 fois le prix à fabriquer. Parlons changement climatique maintenant, mon sujet préféré. Le rapport L'État de l'énergie est très éloquent là-dessus. Il y a un superbe graphique de flux d'ailleurs qui permet d'avoir une belle vue d'ensemble. On voit clairement c'est quoi qui est responsable des émissions dans la province. Et si vous aimez les chiffres, la compilation des émissions est détaillée. On voit très bien dans le rapport que le transport routier, c'est 35% des émissions de GES de toute la province. Attention, j'en entends accuser le transport lourd, là. Le transport des marchandises. On en commande-tu des affaires sur Amazon, après tout? Ben non, le transport lourd, c'est 13% du bilan de la province. C'est pas négligeable quand même, là. Mais la part du lion, le plus gros émetteur de la province, c'est nos véhicules légers, c'est nos voitures, nos VUS, nos pick-up. C'est 22% des émissions de GES de la province, 1/5 des émissions. Et ça n'arrête pas de monter à chaque année, d'ailleurs. Faut pas chercher très loin pour se demander, quand on se demande pourquoi ça monte à chaque année. Les Québécois achètent des véhicules de plus en plus gros, qui consomment de plus en plus d'essence, tout en se plaignant que le prix de l'essence n'arrête pas de monter. Cherchez l'erreur, hein? Parlant d'argent, la partie sur l'économie, vous ne pouvez pas passer à côté. Dans le rapport, vous allez découvrir comment on serait plus riche si on brûlait plus d'essence. Les ménages québécois dépensaient 8 milliards de dollars de carburant en 2019. Quand on sait que rouler électrique, c'est 7 à 8 fois moins cher que rouler à l'essence. Oh, attendez, j'en entends me dire 2019, c'est loin. Mais en fait, 2019, c'était une année normale. Ça a bien sûr baissé un peu durant la pandémie. On n'avait plus le droit de rouler.
Mais les chiffres, dès 2021, nous montrent qu'on rattrape notre retard à grands pas. Faites-vous-en pas, les pétrolières. Il y a plein d'autres trucs intéressants sur les coûts de l'énergie dans le rapport aussi. Moi, j'aime bien les parties sur les fluctuations des prix de l'essence dans l'année. Et il y a les coûts de la dépendance des Québécois à leur voiture. 35,6 milliards de dollars en plus du carburant. Là. Ça, c'est juste pour les voitures, leur achat, leur entretien. Je vous laisse découvrir ça. Je vous laisse lire un peu le rapport pour découvrir tout ça. Et plein d'autres trucs sur les coûts que ça nous coûte collectivement, notre dépendance à l'essence. Dernier point que j'aimerais souligner dans l'édition 2023 de l'État de l'énergie au Québec, on a un beau spécial sur les besoins électriques futurs. Et là, il n'y a pas de surprise. Hein. À un moment donné, il faut assumer notre mode de vie. Là. Bien sûr que si on veut éliminer les combustibles fossiles de nos vies sans changer nos habitudes, mais c'est évident qu'il va falloir remplacer ça en grande partie par de l'électricité. Surtout qu'on veut en plus accueillir des nouvelles industries fortement consommatrices d'électricité, comme des usines de batteries, des centres de données informatiques, des usines de production d'hydrogène électrolytique. En tout, le besoin de puissance devrait augmenter de 5000 MW d'ici 2032. C'est 12% de plus que ce qu'on tire aujourd'hui des barrages. On prévoit qu'il va falloir ajouter 3750 MW de puissance électrique supplémentaire à nos installations de production d'ici 10 ans. C'est un peu plus de 2 complexes La Romaine. Ça, je vous avoue que c'est un gros défi. Et oui, c'est vrai, les voitures électriques vont participer à augmenter cette demande électrique-là. Environ le tiers de l'augmentation de la demande électrique, d'après les chiffres d'Hydro-Québec qui sont rapportés dans le rapport. Donc, d'ici 2031-2032, ça c'est tout près de la date fatidique où on n'aurait plus le droit d'acheter des voitures 100% dinosaures. Donc, d'ici 2031-2032, dis-je, on devrait dépasser le million de véhicules électriques et ça devrait demander près de 1800 mégawatts pour leur recharge au moment de la pointe. Ce nouvel usage-là pourrait poser en effet un défi de taille pour la gestion du réseau. Du moins participer au défi. Attention, dans le cas des véhicules électriques, c'est pas nécessairement un défi insoluble, contrairement aux autres secteurs où on va augmenter la demande. Il y a une partie de la puissance requise pour charger des véhicules électriques qui pourrait être déplacée pour amoindrir l'impact sur le réseau. Là. La recharge de sa voiture, c'est bien l'application la plus facile à reporter de quelques heures, hein, quand on a besoin de faire cuire le souper ou de chauffer un petit peu plus la maison. On ne peut pas en dire autant d'une usine d'électrolyse pour faire de l'hydrogène. Hein. Ce que je vous dis là, c'est même déjà une source d'économie pour les propriétaires de voitures électriques avec les programmes comme ILO puis la tarification dynamique. Mais reste que ça montre dans le rapport que globalement, ça pourrait être quand même important comme effet sur le réseau électrique. En 2032, on va avoir remplacé le quart du parc de véhicules actuels. Les bénéfices seront énormes, là, autant en termes d'argent puis d'environnement. Les bénéfices de ne plus brûler ce pétrole-là puis d'avoir éliminé le quart de notre consommation d'essence. Là. Mais ça va avoir quand même un impact certain sur le réseau électrique. Il va falloir l'accepter. De là qu'il faut se poser la question tout de suite, peut-on raisonnablement penser remplacer 100% de nos bagnoles d'aujourd'hui puis de nos camions d'aujourd'hui? Peut-on vraiment continuer cette augmentation constante là, du nombre de véhicules, du nombre de voitures par ménage, voire même cette augmentation de la grosseur des véhicules qui va demander plus d'énergie, ça demande plus de pétrole, mais ça va demander plus d'électricité. Le rapport L'État de l'énergie 2023 prétend pas apporter une réponse définitive à cette question-là, mais il a le mérite de nous en faire prendre conscience, de nous faire prendre conscience qu'on va peut-être rencontrer un os à un moment donné, parce que l'énergie, c'est pas infini. Hein. Je vous souhaite une bonne lecture tout le monde, en espérant que ça vous aide à décider si pour vous, le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Puis si vous n'arrivez pas à vous décider, prenez-en donc un autre à ma santé. Cheers!
le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le relais électrique débarque au Salon national de la femme de Montréal. C'est du 14 au 16 avril au Palais des Congrès. Le relais électrique débarque également au Salon des véhicules électriques et hybrides rechargeables de Montréal. C'est du 21 au 23 avril au Stade olympique. Silence on roule y sera également avec des captations live devant public. L'AVEC sera également présente à la tournée Réduire notre empreinte de Laval. C'est le 29 avril de 10h à 17h au Collège Montmorency. Et finalement, il y aura une conférence à la bibliothèque studio de la Bibliothèque multiculturelle de Laval. C'est le 20 juin au 1535 boulevard Chomédé à Laval. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire aujourd'hui Yves Saint-Onge, André Guilbeault, Kevin Bois, Sébastien Côté et Daniel Rochefort. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert. Merci à tous nos chroniqueurs. Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. La réalisation et la production, les studios Bass. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Précision PPF, Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, les créations L'Escarmot, l'Alternative électrique ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.avq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos épisodes au archives.silenceonroule.com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questions.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.